Je suis né ici. C'est un fait que je n'ai jamais vraiment réussi à contourner. Même quand je suis parti, même quand j'ai changé d'adresse, de travail, de numéro de téléphone, ce lieu continuait d'apparaître dans mes formulaires administratifs, dans mes souvenirs les plus banals, dans certaines phrases que je prononçais sans m'en rendre compte. Une petite ville de l'Est, coincée entre une nationale bruyante et des collines sèches où rien ne pousse vraiment. Rien d'exceptionnel. Juste assez grande pour qu'on s'y perde adolescent, trop petite pour qu'on y disparaisse adulte. Quand j'avais 15 ans, tout le monde se connaissait. Ou croyait se connaître. Les familles, les habitudes, les fautes anciennes transmises sans preuve mais avec conviction. On savait qui buvait trop, qui trompait qui avait été difficile à l'école primaire. Les professeurs faisaient un semblant de ne rien voir. Les parents disaient que tout ça forge le caractère. C'était une époque où personne ne parlait de traumatisme. On parlait de faiblesse, d'exagération, de manque de volonté. Elle s'appelait Claire Moreau. Je ne l'ai jamais vraiment fréquentée. Pas par choix réfléchi. Elle était toujours un peu à l'écart, même quand elle se trouvait au milieu d'un groupe. Trop silencieuse, trop attentive. Elle regardait longtemps avant de parler. Les autres élèves la trouvaient étrange. Ils avaient besoin de quelqu'un comme ça. Quelqu'un sur qui concentrer l'ennui, la cruauté diffuse, l'excès d'énergie qui ne trouvait pas d'autre sortie. Les moqueries étaient d'abord légères, presque invisibles. Des rires étouffés dans les couloirs, des surnoms murmurés à voix basse. Puis les choses se sont précisées. Des affaires cachées. Des messages écrits sur son casier avec des feutres mal effacés. Des photos circulant sans jamais être clairement attribuées à quelqu'un. Je voyais tout. Je n'ai rien fait. Je me disais que ce n'était pas mon rôle, que je n'étais pas responsable de ce que faisaient les autres, que chacun avait ses propres batailles. C'était facile de penser comme ça quand on n'était pas la cible. Avec le recul, je sais surtout que j'avais peur. Peur de devenir visible. Peur de perdre ma place fragile dans l'ordre tacite de la classe. Peur de ce que le regard collectif pouvait faire à quelqu'un qu'il décidait d'isoler. Claire a quitté la ville à 18 ans, officiellement pour ses études, officieusement parce qu'elle n'avait plus aucune raison de rester. Personne ne lui a organisé de fête de départ. Personne ne s'est étonné de son absence les semaines suivantes. Son nom a cessé d'être prononcé. C'était comme si elle n'avait jamais existé, comme si la ville avait refermé un dossier devenu inutile. Les années ont passé. J'ai travaillé à Lyon, puis à Dijon. Des emplois corrects, sans passion particulière. J'ai eu des relations sans importance, un mariage bref, un divorce sans cri. Tout s'est fait calmement, presque mécaniquement. Je suis revenu ici à 32 ans, pour m'occuper de ma mère après son opération. Temporairement, disais-je. Les gens disent donc toujours ça, comme s'ils avaient besoin de se rassurer eux-mêmes. La ville, elle, n'avait presque pas changé. Les mêmes façades repeintes maladroitement pour masquer l'âge. Les mêmes cafés avec des noms modernisés mais des habitudes intactes. Les mêmes familles, enrichies, appauvries, mais toujours présentes. Certains de mes anciens camarades étaient redevenus notaires, chefs d'entreprise, adjoints au maire. Ils avaient eu des maisons claires, des enfants bien coiffés, des photos souriantes dans le journal local. C'est un jeudi matin que j'ai revu Claire Moreau. Je faisais la queue à la boulangerie, distrait, quand j'ai senti un léger déplacement dans l'air, comme si la pièce s'était réorganisée autour d'une présence. Elle était devant moi, élégante, sans excès. Un manteau sobre, des chaussures chères mais discrètes. Elle parlait calmement à la vendeuse, avec une assurance tranquille que je ne lui connaissais pas. Son visage avait changé, bien sûr, mais pas son regard. Toujours cette attention aiguë, presque clinique. La vendeuse l'appelait Madame Moreau. J'ai ressenti quelque chose de précis, difficile à nommer, pas de la surprise, plutôt une forme de déséquilibre intérieur, comme si un élément déplacé depuis longtemps avait été remis exactement à sa place, sans avertissement. Elle a payé en silence, en euros impeccablement rangés, puis elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Elle n'a pas souri, elle n'a pas froncé les sourcils non plus. Elle m'a simplement regardé comme on regarde un détail qu'on reconnaît sans y attacher d'importance immédiate. Puis elle est sortie. Ce n'était que plus tard, en entendant son nom revenir dans des conversations apparemment anodines, que j'ai compris qu'elle n'était pas revenue par hasard. Je l'ai entendue pour la première fois au Café des Sports, pas dit clairement. Glissé entre deux phrases sans importance, presque comme une erreur. Quelqu'un parlait d'un rachat d'immeuble près de la place centrale. Quelqu'un d'autre a mentionné une femme de Paris. Le nom est venu ensuite, presque par inadvertance. Claire Moreau. Personne n'a expliqué. Personne n'a posé de questions. Ici, on fait semblant de comprendre pour ne pas paraître ignorant et on évite de creuser ce qui pourrait déranger. J'ai commencé à prêter attention. Pas volontairement au début.
C'était plutôt une accumulation lente, presque passive. Son nom sur une affiche annonçant la rénovation de l'ancienne usine de textile, fermée depuis plus de 20 ans. Son visage dans un article discret du journal local, photographié de profil, sans sourire appuyé, sans pose flatteuse. Elle finançait un projet culturel, une fondation apparemment. Les mots utilisés étaient en vague. Valorisation du patrimoine. Redynamisation du tissu local. Rien de concret. Rien qui appelle la méfiance, mais rien non plus qui rassure vraiment. Je me suis surpris à lire l'article 2 fois, puis une troisième quelques jours plus tard, en feuilletant le journal machinalement. Elle apparaissait toujours seule sur les photos. Jamais de mari mentionné, aucun enfant. Une réussite propre, autonome, sans explication visible. Cela dérangeait certaines personnes, je le sentais. Pas ouvertement, mais dans la manière dont on haussait les épaules après avoir prononcé son nom. Dans les silences qui suivaient, une femme qui revient avec de l'argent sans qu'on sache exactement d'où il vient est toujours une anomalie ici. Une anomalie qu'on observe avec prudence. Je ne l'ai pas recroisée tout de suite. Pendant plusieurs jours, je l'ai seulement perçue à distance. Sa voiture garée près de la mairie, toujours au même endroit. Sa silhouette à la terrasse d'un café où elle ne restait jamais longtemps. Elle parlait peu, elle écoutait beaucoup. Elle ne semblait jamais pressée, mais ne s'attardait pas non plus. Toujours cette posture droite, calme, qui donnait l'impression qu'elle n'était pas là pour se faire accepter. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai croisé Laurent Picard. Il avait été dans ma classe. À l'époque, il parlait fort, riait facilement, occupait l'espace sans effort. Il riait encore, mais différemment. Plus court, plus contrôlé. Il portait une veste chère et un air satisfait. Il m'a reconnu immédiatement. Il se souvenait de tout. Des professeurs, des blagues, des sorties scolaires. Pas des détails gênants, bien sûr. Ceux-là sont toujours les premiers à disparaître. Il m'a demandé si je comptais rester longtemps. J'ai répondu vaguement. Il m'a parlé de sa femme, de ses enfants, de la maison qu'ils avaient agrandie l'année précédente. Il décrivait tout avec précision, comme pour prouver la solidité de l'ensemble. Puis, sans transition apparente, il a évoqué Claire, sur un ton neutre. Trop neutre pour être innocent. Elle a bien réussi, on dirait, a-t-il dit en regardant ailleurs. Je n'ai rien répondu. Il a continué à parler, comme s'il avait besoin de remplir un vide soudain. Il a dit qu'elle était différente, qu'elle ne cherchait pas vraiment à s'intégrer, qu'elle observait trop, qu'elle posait beaucoup de questions indirectes. J'ai hoché la tête sans conviction. Il a fini par sourire, un sourire un peu tendu, avant de me souhaiter bonne soirée avec une politesse excessive. Ce soir-là, j'ai repensé au lycée, à des scènes que j'avais rangées sans les analyser, à des rires trop forts, à des regards échangés au bon moment, à ma propre immobilité soigneusement justifiée. Je n'éprouvais pas de culpabilité franche, plutôt une gêne diffuse, comme un bruit de fond qu'on n'entend que lorsque tout le reste se tait. Quelques jours plus tard, j'ai vu Claire entrer dans l'étude notariale Picard et Associés. Elle n'étant restée que 25 minutes. J'ai regardé l'heure par réflexe. Quand elle est ressortie, son expression n'avait pas changé. Laurent, en revanche, évitait de croiser son regard. Il s'est concentré sur son téléphone avec une attention excessive, comme si l'écran pouvait le protéger. J'ai commencé à noter ces détails sans savoir pourquoi. Les horaires, les lieux, les noms, je n'en faisais rien. Je les accumulais simplement, comme on le fait parfois avec des objets inutiles, par habitude plus que par intention. La ville semblait paisible. Les familles continuaient d'apparaître parfaites vues de l'extérieur. Pourtant, quelque chose avait légèrement changé. Pas assez pour être nommé. Juste assez pour que certains regards deviennent plus vigilants et que certaines conversations s'interrompent trop brusquement quand quelqu'un approchait. Au fil des semaines, le nom de Claire Moreau cessait d'être une curiosité passagère pour devenir une présence constante, pas envahissante, régulière, presque méthodique. Elle apparaissait là où on ne l'attendait pas vraiment, mais toujours de façon parfaitement justifiée. Une réunion municipale ouverte au public annoncée discrètement. Une visite de chantier en milieu de matinée. Une conférence dans la salle polyvalente sur l'histoire industrielle de la région, devant un public clairsemé. Elle ne prenait jamais la parole longtemps. Elle posait une question précise, formulée sans émotion apparente, notait la réponse, puis se taisait. Les gens la regardaient avec une attention nouvelle, certains avec admiration sincère, d'autres avec une prudence mal dissimulée. Ceux qui la connaissaient à peine la trouvaient impressionnante, presque exemplaire. Ceux qui l'avaient connue avant semblaient des moins à l'aise. Il y avait dans leurs gestes une retenue inhabituelle, comme s'ils craignaient de dire quelque chose d'inapproprié, sans savoir exactement quoi. Les salutations devenaient plus formelles, les sourires plus rapides. Je me souviens d'un dîner chez mes parents.
une table ordinaire, des plats simples. Mon oncle parlait de la nouvelle dynamique économique de la ville. Il citait des chiffres, des projets, des promesses lointaines. Le nom de Claire est revenu naturellement. Trop naturellement pour être anodin. Ma mère a hoché la tête en silence. Elle se souvenait d'elle. Elle a dit qu'elle était très discrète à l'époque. Puis elle s'est tue, comme si la phrase avait été suffisante en elle-même. Elle n'a pas ajouté ce qu'elle pensait vraiment. Elle ne le faisait jamais. J'ai commencé à remarquer les effets indirects de sa présence. Rien de spectaculaire. Rien qui puisse faire la une du journal. De petites fissures, à peine visibles. Le mari de Sophie Lambert passait plus de temps au travail. Elle le mentionnait avec un rire forcé à la sortie de l'école, en parlant de responsabilités nouvelles. Le cabinet comptable de Marc Delaunay avait perdu un client important sans explication claire. Il prétendait que c'était stratégique. Il répétait ce mot comme s'il avait besoin de s'en convaincre. Je n'établissais pas de lien formel, pas consciemment. Je notais simplement les coïncidences, les dates, les visages plus tirés que d'habitude, les changements de ton dans certaines conversations banales. Tout restait dans un registre acceptable, rien d'illégal, rien de condamnable, juste des ajustements successifs, des déplacements subtils, presque élégants. Un après-midi, je me suis retrouvé à la médiathèque municipale. J'y allais rarement. Elle aussi, semblait-il. Elle consultait des archives locales, des journaux anciens, des registres administratifs, des dossiers jaunis que plus personne n'ouvrait vraiment. Elle travaillait méthodiquement, sans précipitation. Chaque document était replacé avec soin. Je l'observais à distance, installé derrière une rangée d'étagères. Elle ne levait presque jamais les yeux. Quand elle le faisait, c'était pour vérifier une date, un nom, une signature, parfois pour comparer deux informations contradictoires. Je n'ai pas cherché à lui parler. Elle ne m'a pas reconnu. Ou elle a fait semblant. Je ne saurais pas dire. En partant, elle a rendu ses documents avec une politesse irréprochable, a remercié la bibliothécaire par son prénom, puis elle est sortie comme elle était entrée. Sans bruit, sans laisser de traces visibles. Le soir même, j'ai retrouvé Laurent Picard au même café que la première fois. Il buvait seul, assis près de la fenêtre. Il parlait plus fort que nécessaire avec le serveur. Quand je me suis approché, il a immédiatement changé de sujet. Il m'a demandé si je me souvenais de certaines personnes du lycée, des noms précis, trop précis pour être anodins. Il riait, mais ses doigts tapotaient nerveusement la table, toujours au même endroit. Il a évoqué Claire sans la nommer. Il a parlé de certaines rancœurs inutiles, de gens qui ne savent pas passer à autre chose. Il présentait cela comme une réflexion générale, presque philosophique, mais son regard cherchait une réaction. Je n'en ai pas donné. Il a bu d'un trait, puis s'est levé brusquement en prétextant un appel urgent qu'il n'a jamais passé devant moi. Je suis resté seul avec mon verre devenu tiède. J'ai repensé à la médiathèque, aux archives, aux questions qu'elle posait sans jamais expliquer pourquoi. À tout ce qu'on peut apprendre en silence, simplement en regardant les bons documents au bon moment. La ville continuait de fonctionner normalement. Les écoles ouvraient à l'heure, les commerces aussi. Les familles affichaient toujours la même image lisse et rassurante. Pourtant, derrière cette surface intacte, quelque chose semblait se réorganiser lentement, pièce par pièce, sans que personne ne sache exactement qui avait déplacé la première. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement d'observer passivement. Pas encore d'agir, mais de reconnaître certains motifs récurrents. La ville n'aimait pas les changements brusques, elle préférait les glissements progressifs, presque imperceptibles, ceux qu'on ne remarque qu'une fois qu'ils sont devenus irréversibles. Ce qui se produisait autour de Claire semblait respecter exactement ce rythme. Rien n'était frontal, rien n'était revendiqué. Tout avançait à couvert. Je continuais ma routine avec une précision presque excessive. Les courses le matin, toujours aux mêmes heures, les repas chez ma mère réglés sur ses habitudes, les promenades sans but précis dans des rues que je connaissais par cœur, jusqu'aux fissures dans les trottoirs. Pourtant, je faisais davantage attention. Aux affiches retirées trop tôt, aux vitrines vidées sans annonce officielle, aux discussions interrompues quand un nom approchait d'un autre. La ville parlait moins fort. J'ai appris que Claire avait racheté l'ancienne maison d'Elmas, une bâtisse large, légèrement en retrait, entourée d'arbres trop hauts, inhabitée depuis des années. Officiellement, pour la restaurer, officieusement, personne ne savait vraiment ce qu'elle comptait en faire. Les travaux ont commencé rapidement, des ouvriers venus de l'extérieur, aucun visage familier, des horaires réguliers, pas de nuisances inutiles. Tout était propre, trop propre pour susciter des plaintes, trop ordonné pour être spontané. Je suis passé devant plusieurs fois. Les fenêtres étaient souvent ouvertes. On voyait des pièces vides, des murs nus, des sols encore bruts, rien de personnel, aucun meuble définitif,
Aucun signe d'installation durable, comme si la maison n'était qu'un espace de travail, un lieu de passage, un instrument. À la même période, j'ai remarqué que certaines personnes devenaient de plus nerveuses. Pas toutes, seulement celles qui semblaient être autrefois les plus sûres d'elles. Marc Delaunay a annulé 2 rendez-vous successifs sous prétexte de déplacements imprévus. Il parlait plus vite que d'habitude. Sa secrétaire avait l'air épuisée, comme si elle passait son temps à corriger des erreurs qu'elle ne comprenait pas. Sophie Lambert évitait désormais les conversations prolongées. Elle souriait mécaniquement. Elle regardait souvent son téléphone, même quand personne ne l'appelait. Un dimanche, lors d'un déjeuner familial élargi, le père de Laurent Picard a évoqué des contrôles administratifs excessifs. Il parlait fort avec indignation. Il disait que les règles changeaient sans cesse, que certaines personnes cherchaient bon des problèmes là où il n'y en avait pas, que tout cela finirait par nuire à l'économie locale. Personne ne l'a contredit. Personne ne l'a approuvé non plus. Les assiettes ont continué de circuler. Les conversations ont glissé vers autre chose, comme si le sujet avait été trop exposé. Je n'entendais toujours rien de direct. Tout passait par des détours, des allusions mal terminées, des phrases suspendues. C'était suffisant pour comprendre qu'un équilibre ancien se fragilisait. Pas au point de s'effondrer. Juste assez pour inquiéter ceux qui y avaient dans le plus à perdre, ceux qui n'avaient jamais envisagé d'être observés. Un après-midi pluvieux, je me suis retrouvé à attendre à la mairie pour un document sans importance, un justificatif banal. Claire était là, assise à quelques chaises de moi. Elle consultait un dossier épais, rempli de feuilles annotées. Je reconnaissais certains en tête: registre foncier, actes notariés, délibérations anciennes du conseil municipal. Elle tournait les pages lentement, avec une régularité presque apaisante, comme si elle connaissait déjà leur contenu et ne faisait que vérifier l'ordre. Quand son numéro a été appelé, elle s'est levée calmement. L'agent municipal s'est montré inhabituellement poli, trop attentif. Il lui a parlé à voix basse en se penchant légèrement vers elle. Elle a répondu de la même manière. Je n'ai rien entendu, mais j'ai vu le visage de l'agent changer brièvement. Une crispation rapide, puis un sourire forcé, appliqué. En sortant, Claire a laissé tomber un papier. Je l'ai ramassé par réflexe. Un brouillon. Une liste de noms, barrés pour certains. Des dates alignées avec soin. Des références administratives abrégées. Rien d'expliqué. Elle m'a remercié sans émotion particulière. Elle a repris la feuille, l'a pliée soigneusement, puis elle s'est partie sans ajouter un mot. Je suis resté seul avec une sensation précise. Pas de peur, pas de fascination non plus. Plutôt la certitude que tout ce qui se passait était soigneusement mesuré, que rien n'était laissé au hasard, ni les silences, ni les délais, ni les apparentes coïncidences. Et pour la première fois depuis son retour, je me suis demandé si quelqu'un, quelque part, avait déjà compris ce qui était réellement en train de se jouer, ou si tout le monde attendait simplement que cela devienne impossible à ignorer. Avec le temps, j'ai compris que la ville ne réagissait pas à Claire comme à une menace directe, mais comme à une anomalie persistante. Quelque chose qui ne disparaît pas quand on détourne le regard. Elle n'imposait rien. Elle ne forçait aucune décision visible. Pourtant, certaines habitudes anciennes se modifiaient autour d'elle, presque malgré ceux qui les avaient construites et défendues pendant des années. Je continuais à la croiser de façon irrégulière, jamais longtemps, toujours dans des contextes neutres, presque interchangeables. Une librairie à l'heure creuse, un parking souterrain en fin d'après-midi, une salle d'attente médicale où personne ne parle vraiment. Elle semblait connaître les horaires creux, les moments où les gens baissent pour leur vigilance. Elle saluait parfois d'un simple signe de tête. Jamais plus, jamais moins. Elle n'entamait pas de conversation inutile. Elle ne cherchait ni complicité, ni confrontation. J'ai remarqué qu'elle posait désormais moins de questions en public. Elle écoutait, elle observait. Elle laissait les autres parler à sa place. Certains, sans s'en rendre compte, se mettaient à expliquer des choses qu'on ne leur demandait pas. Des justifications anciennes, des versions révisées de faits oubliés, des détails qui n'avaient jamais été formulés auparavant. Elle n'interrompait jamais. Elle ne corrigeait pas non plus. Un matin, j'ai appris que Sophie Lambert avait quitté la ville pour quelques semaines, officiellement pour se reposer. Officieusement, personne ne savait vraiment où elle était partie ni quand elle reviendrait. Son mari continuait d'amener les enfants à l'école. Il souriait plus que nécessaire. Il parlait moins. Il évitait les questions ouvertes. On disait qu'il travaillait beaucoup. Personne ne contestait cette explication. Elle circulait facilement. Le cabinet de Marc Delaunay a finalement fermé une antenne secondaire. Une décision temporaire, selon lui. Les employés ont été redispatchés vers le siège principal. Les dossiers s'étaient transférés sans retard. Tout semblait légal, conforme, propre.
trop propre pour être commenté sans paraître soupçonneux. Les clients n'étaient pas invités à poser de questions. Je n'ai jamais entendu le nom de Claire associé directement à ces changements. Jamais. Pas une seule fois. C'était comme si la ville avait tacitement décidé de séparer les faits de la personne, de ne pas tracer de ligne claire entre les deux. Cela rendait toute accusation impossible, et toute défense inutile. Un soir, ma mère m'a demandé si je me souvenais bien de Claire Moreau. La question est venue sans préparation, alors que nous regardions les informations locales sans vraiment les suivre. J'ai répondu oui. Elle a hoché la tête lentement. Elle a dit que certaines choses finissaient en toujours par revenir, même quand on croyait les avoir laissées derrière soi. Puis elle a changé de sujet, comme si la phrase avait été trop lourde pour être développée. Je me suis surpris à penser que Claire connaissait mieux la ville que moi, alors que je n'en étais jamais vraiment parti. Elle envoyait les lignes de faille, les dépendances invisibles, les accords tacites qui ne figuraient dans aucun document officiel. Moi, je n'en avais été qu'un élément passif, intégré sans jamais poser de questions. Un après-midi, je l'ai vue sortir du tribunal, pas pour une audience, pour un rendez-vous administratif banal. Elle portait un dossier mince cette fois. Rien d'imposant. Elle marchait lentement, sans téléphone à la main. Quand elle a croisé un ancien camarade de lycée, elle s'est arrêtée. Ils ont échangé quelques mots. Je n'ai rien entendu, mais j'ai vu son interlocuteur pâlir légèrement, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose qu'il aurait préféré oublier. Il est resté immobile après son départ, trop longtemps. Puis il a repris sa route sans regarder autour de lui, comme si l'espace était soudain devenu hostile. Je me suis demandé si Claire se souvenait de tout, des visages, des dates, des scènes précises, ou si elle se contentait de travailler avec ce qui était encore accessible, sans nostalgie, sans colère apparente, sans justification intérieure. Je n'avais aucun moyen de le savoir. La ville, elle, commençait à donner des signes plus nets de fatigue. Pas de crise ouverte, pas de scandale public, juste une tension diffuse. Des nuits plus courtes, des regards qui se détournent trop vite, des portes qui se ferment plus tôt que d'habitude. Et je sentais confusément que ce qui se mettait en place ne dépendait déjà plus de la volonté de ceux qui en subissaient seulement les premiers effets. D'accord. Voici, bloc 6, strictement en français, dans le même ton froid et factuel, 5000 symboles, avec une montée nette de tension et pointe des éléments plus explicites, mais sans exposer entièrement le plan ni sa finalité. La pensée reste fragmentaire, incomplète. C'est à partir de ce moment-là que j'ai cessé de considérer tout cela comme une simple succession de coïncidences, pas parce qu'un événement précis aurait tout éclairé, mais parce que la logique devenait trop cohérente pour être accidentelle. Les mêmes personnes revenaient, les mêmes cercles, les mêmes silences organisés. Claire ne se montrait presque plus en public, pas comme avant. Elle n'assistait plus aux réunions ouvertes. Elle n'apparaissait plus dans le journal local. Pourtant, son influence semblait plus présente que jamais. Les décisions se prenaient ailleurs, en amont, dans des bureaux fermés, dans des échanges privés qui ne laissaient aucune trace exploitable. Je continuais à l'apercevoir parfois, toujours seule, toujours en mouvement, jamais dans l'urgence. Elle entrait dans un immeuble, en ressortait plus tard, sans précipitation. Elle connaissait les agents, les secrétaires, les responsables intermédiaires, elle les appelait par leurs prénoms. Eux faisaient attention à leurs mots. Un matin, j'ai croisé Marc Delaunay au marché. Il avait maigri. Sa chemise flottait légèrement. Il a parlé de banalités, mais son regard fuyait. Il a mentionné des erreurs anciennes, sans préciser lesquelles. Il disait cela comme on parle d'un mauvais investissement, sans affect, mais avec une lassitude profonde. Il a ajouté que certaines choses, une fois consignées, deviennent impossibles à effacer. Je n'ai pas répondu. Ce jour-là, j'ai compris que Claire ne provoquait rien directement. Elle ne créait pas les fautes. Elle ne faisait que les rendre visibles au bon moment, devant les bonnes personnes. Elle travaillait avec ce qui existait déjà. Des documents, des signatures, des décisions prises autrefois sans prudence parce que personne ne regardait vraiment. Je l'ai revue à la médiathèque, pas dans la salle des archives cette fois, mais dans l'espace numérique. Elle consultait des bases de données administratives, des bulletins officiels, des publications juridiques. Elle prenait peu de notes. Elle semblait surtout vérifier des concordances, comme si elle savait déjà ce qu'elle cherchait. En partant, elle m'a regardé plus longtemps que d'habitude. Pas avec reproche, pas avec reconnaissance non plus. Un regard neutre, évaluateur, comme si elle se demandait si j'avais compris quelque chose, ou si j'étais simplement un témoin de plus. Le soir même, Laurent Picard m'a appelé. La première fois depuis des années. Il parlait vite, il disait que la situation devenait compliquée, qu'il y avait des dossiers qu'on ressortait inutilement,
qu'il ne comprenait pas l'acharnement de certaines personnes. Il m'a demandé si j'avais revu Claire. J'ai répondu honnêtement. Oui, de temps en temps. Il a raccroché sans dire au revoir. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun soulagement. Seulement une impression de mécanisme enclenché depuis longtemps et qui arrivait maintenant à une phase plus visible. Pas encore finale, mais irréversible. Claire ne détruisait pas les familles, pas directement. Elle les plaçait simplement face à ce qu'elles avaient soigneusement dissimulé sous une image parfaite. Elle ne criait pas, elle déposait, elle ne menaçait pas, elle rappelait. La ville commençait à comprendre, pas collectivement, individuellement. Chacun dans son espace privé face à ses propres documents, à ses propres choix passés. Les conversations devenaient lentes, plus courtes, les sourires plus rares, les certitudes fragiles. Et moi, pour la première fois, je me suis demandé non pas ce que Claire voulait obtenir, mais jusqu'où elle comptait aller. Et si quelqu'un, à part elle, serait encore en mesure d'arrêter quoi que ce soit quand tout aurait été mis à nu.